Alors, bonjour à tous, bienvenue. Je me présente, mon nom est Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur les programmes de cycle supérieur de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Donc, quelques petites précisions en lien avec la séance. Tout d'abord, elle sera enregistrée. Votre micro sera donc fermé pour toute la durée de la présentation. La conférence est d'une durée de 30 à 45 minutes et prendra la forme d'une discussion. Donc, nous parlerons exclusivement de la vie étudiante avec quelques idées liens et par la suite, nous répondrons à vos questions si le temps nous le permet. Donc, on vous invite à interagir avec nous via la section Q&R ou Q&A qui se trouve au bas de la fenêtre pour poser vos questions. Finalement, cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des portes ouvertes, sur le site du service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas l'Université de Montréal, voici une petite vidéo qui vous en donne un bon aperçu. Alors voilà, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de trois étudiants de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal qui vont nous parler justement de leur expérience étudiante. Donc, chers invités, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je me présente Billy Vinette. Je suis détenteur d'une maîtrise en sciences infirmières à l'Université de Montréal et je réalise présentement mon doctorat en sciences infirmières avec l'option formation. Bonjour, mon nom est Émilie Provost. Je suis étudiante infirmière praticienne spécialisée en santé mentale à l'UDM présentement. Moi, c'est Sophie Sergerie-Richard. Je suis étudiante à la maîtrise de l'option mémoire expertise clinique. Je suis en deuxième année présentement en rédaction. Je suis infirmière depuis 3 ans. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. J'ai quelques questions à vous poser. Donc, premièrement, comment est-ce que vous pouvez décrire la vie étudiante dans votre programme? En fait, j'ai le goût d'écrire un peu, le programme en un seul mot. J'ai le goût de dire projet. À la faculté, il y a plusieurs projets qui sont mis en place, qui sont autant initiés par les étudiants que par le corps professoral, le décanat. Quand tu as de l'intérêt, par exemple, je vais m'utiliser en exemple, là, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est la santé mentale de mes collègues. Donc, plusieurs projets sont en branle à la faculté. Je dirais que la motivation, c'est un peu le principal atout, puis ça te permet de prendre part à ces projets-là qui sont de différentes envergures. Donc, c'est une vie étudiante qui est remplie de travail d'équipe, de collaboration. On est en proximité entre collègues, étudiants, mais également avec les professeurs, la direction. Donc, oui, c'est une grande faculté, mais presque tout le monde se connaît. Donc, voilà, c'est mon expérience de vie étudiante. Merci beaucoup, Sophie. J'ai une autre question pour vous. Comment ça se passe, les études à distance en ce moment? Donc, on sait que c'est temporaire puis qu'éventuellement, tout le monde va retourner sur le campus, mais est-ce que ça a été quelque chose qui a été difficile pour vous au début? Est-ce que vous jugez que l'UDM a été bien outillé pour s'adapter? Puis là, comment ça se passe pour vous en ce moment?
Mais c'est sûr que c'était pas facile au début, quand la pandémie a démarré, de transformer tout en ligne. Mais maintenant, tout le monde est beaucoup plus rodé. Donc, c'est beaucoup plus facile. Aussi, les professeurs, excusez-moi, les chargés de cours et les gens qui vous accompagnent au cours des cours ont fait preuve vraiment d'une très grande souplesse. Et c'est encore le cas. C'est vraiment le mot d'ordre à l'Université de Montréal. Moi, dans tous mes cours que j'enseigne ou que je participe en tant qu'étudiant, c'est le mot d'ordre, c'est tenter d'être souple, tenter de soutenir les gens et voir comment est-ce qu'on peut les accompagner. Donc, pour moi, ça a vraiment facilité la chose et on est beaucoup plus à l'aise aussi avec la technologie. Donc, c'est sûr qu'au début, il y a une période d'adaptation pour utiliser le Zoom, le Teams, le Studium, etc. Mais maintenant, c'est rendu, ça fait partie de notre quotidien. Puis je pense qu'il y a bien des choses qui vont rester au courant des prochaines années aussi. Excellent, merci beaucoup, Billy. C'est rassurant, je pense, pour beaucoup de gens là, de savoir ça. Une autre question que j'ai pour vous, c'est pourquoi avoir choisi l'Université de Montréal? Mais c'est sûr qu'en réalisant présentement un doctorat en sciences infirmières, il faut penser aussi un peu stratégique. Il faut voir les ressources qui sont disponibles à l'Université de Montréal. On l'a vu, c'est une université de recherche d'une très grande envergure qui se classe très bien au niveau international, qui a beaucoup d'argent par des bourses, par des chaires de recherche. Les professeurs ont des subventions aussi. Donc, c'est facile après ça de réaliser des projets en tant qu'étudiant quand nos directeurs ou directrices de recherche ont un peu d'argent pour nous soutenir financièrement, que ce soit pour la traduction des articles ou que ce soit pour le recrutement des participants ou des choses comme ça. Donc ça prend en considération. Et puisque c'est la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, c'est la plus grande faculté francophone au monde, ça nous met à un endroit très enviable sur l'échiquier au niveau de la recherche. Donc, moi, quand je voulais m'inscrire à mon doctorat, pour moi, c'était très important d'avoir un diplôme qui est un gage d'excellence et qui allait m'amener une reconnaissance aussi pour avoir un poste de professeur par la suite dans ma future carrière. Merci, merci beaucoup, Billy. Une autre question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous jugez qu'il est possible ou qu'il est facile de concilier travail et études? Pour répondre à cette question-là, dans mon cas, étant dans un programme d'infirmière praticienne, c'est un programme qui est assez exigeant, c'est certain. Donc, je connais certaines collègues qui réussissent comme des magiciennes à jongler entre famille, un peu de travail les fins de semaine et le temps plein. Mais c'est sûr, il faut prendre le temps quand on est à l'université puis qu'on fait ce type de maîtrise. C'est très important de bien se dédier. Merci beaucoup, Émilie. J'ai une autre question à laquelle je pense que tu pourrais répondre. Pourquoi choisir de faire la maîtrise IPSSM? Premièrement, parce que, bien entendu, étant déjà une graduée de l'Université de Montréal, mon coup de cœur était déjà fait. Moi, c'est clair que c'est là que je voulais retourner pour la maîtrise. Puis, pourquoi IPSSM? Par curiosité, en fait, je souhaitais vraiment approfondir mes connaissances en santé mentale, l'évaluation de la personne, en fait, en santé mentale, son état physique et tout. C'était vraiment une des choses qui m'avait le plus frappée lors de ma pratique quand j'ai gradué par la suite. C'est ça que j'aimais le plus et cette spécialité-là me permet de le mettre au cœur de ma pratique clinique. Donc, pour moi, c'était vraiment la maîtrise toute rêvée. Puis, en plus de ça, on a la chance d'avoir un 20 de notre pratique qui est en recherche-enseignement ou qu'on peut dédier à un projet personnel. Donc, ça marie en fait deux choses très, très intéressantes qui est la pratique clinique, mais on peut faire quand même aussi un peu de recherche ou d'enseignement si c'est ça qui nous dit. Ah, super, c'est vraiment intéressant, merci. Puis, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette formation-là, puis en quoi elle consiste? Oui, mais en fait, c'est des cours vraiment que je me suis rendu compte qui sont spécialement conçus pour nous, qui évoluent avec nous. Donc, on est dans les premières générations. Je crois que ma cohorte, on est la 5e génération d'IPSSM. Donc, c'est tout nouveau. Écoute, il y a des cours vraiment intéressants par rapport à la physiopathologie, même des cours, par exemple, comment gérer une crise, une situation de crise en santé mentale. Écoutez, des fois, on est 4 étudiants, mais on a 2 professeurs avec nous, donc c'est vraiment fantastique de pouvoir échanger en petits groupes. Puis, bien sûr, on est formé à la pharmacologie aussi, puis à bien comprendre notre futur rôle en pratique infirmière avancée. Donc, on est vraiment coaché sur tous les aspects essentiels. Merci beaucoup. Puis, quels sont les services offerts et l'ambiance entre collègues d'études?
En fait, mon Dieu, je parle beaucoup aujourd'hui, mais je vais continuer quand même pour le moment. Dans tous les cas, moi, je trouve que l'UDM, les services qu'ils nous ont offerts, surtout avec la pandémie, mais c'était très, très adapté. Monsieur Billy l'a bien dit. C'est très, très souple. Les professeurs le sont avec nous, comprennent qu'on a des enfants, une famille, puis parfois même un travail à côté. Puis, écoute, ils ont rivalisé d'imagination pour rendre les cours intéressants. Par exemple, je me souviens, il y a un prof qui faisait même utilité de questionnaires interactifs sous forme de jeux en ligne en même temps que nous shooter des vidéos puis des exercices à faire en groupe. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Si je Puis, peux... vas-y, non, Mélanie. vas-y. En fait, si je peux un peu ajouter à ce niveau-là, parce que je pense que des fois, on a un peu la vision des cycles supérieurs comme étant quelque chose de peut-être un peu compétitif, parce que la recherche, je veux pas, des fois, il y a justement les demandes de subventions, il n'y en a pas tant que ça non plus, donc des fois, on voit ça un peu comme si il y avait de la compétition en soi entre les étudiants, mais c'est vraiment pas ça. Surtout, j'ose dire qu'en sciences infirmières, c'est une jeune discipline en recherche. Donc, je pense qu'il y a plutôt une ambiance d'entraide, puis de se dire que si, peu importe c'est qui aura le plus de succès dans ta cohorte, c'est déjà un plus pour la recherche en soi en sciences infirmières. Donc, c'est vraiment ça, je dirais, l'ambiance, contrairement à ce on peut s'imaginer. Donc, les étudiants sont plutôt dans une optique d'entraide, puis de se soutenir, de s'offrir, puis je dirais même pas nécessairement dans ta cohorte, au cycle supérieur, c'est quand même des plus petits groupes, c'est facile d'avoir accès à des étudiants au doctorat quand tu es à ta maîtrise, parce que toi, tu sais pas trop vers où tu t'en vas, tu sais. Fait que je dirais qu'il y a vraiment plus cet aspect-là de proximité, puis de collaboration entre les étudiants. Oui, c'est vrai. Je rajouterais même que d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de connaître en fait Sophie et Billy en m'impliquant parce que c'est une possibilité aussi aux études supérieures dans le conseil étudiant. Donc vraiment, il y a une belle cohésion même interdiscipline. Donc en recherche, moi je me souviens avoir bénéficié de conseils précieux de Billy lorsque j'avais des problèmes, par exemple, avec la gestion de certains cours ou de certains trucs en recherche. Donc vraiment, une belle cohésion au sein de la faculté. On est très privilégiés, je crois, d'avoir ça. Oui, puis au doctorat aussi, c'est agréable d'avoir des étudiants de différents niveaux parce que nous, ça nous prépare à notre futur rôle en tant que professeur, chercheur, donc de faire du mentorat, de faire du coaching auprès de gens qui sont peut-être un peu moins expérimentés. Et ça nous permet aussi de créer des liens avec d'autres personnes, que ce soit en participant à certains projets de recherche ou à la rédaction de certains articles scientifiques pour mieux comprendre la recherche aussi, mais construire notre dossier pour par la suite devenir un professeur-chercheur à part entière et devenir un chercheur autonome. Donc, c'est vraiment très plaisant pour nous au doctorat de pouvoir consulter les autres cohortes. Et on est là plusieurs années quand même pour le doctorat, donc on finit tous par se connaître et on n'est pas 200 étudiants non plus. Donc, dès la première année aussi, on se connaît pas mal tous déjà. C'est le fun de savoir que justement, là, c'est une communauté très accueillante puis que c'est facile de se faire des liens là, comme ça. Là, je pense que tout le monde peut apprécier ça là, puis que c'est vraiment super. J'ai une autre question par rapport aux actes cliniques des IPS qui se sont élargis tout récemment. Qu'est-ce que ça implique, ça, Émilie? Et déjà, je pense le rôle d'IPS à la base, il n'est pas encore très connu. Hein? C'est une profession qui débute ici au Québec. Mais on a eu, en fait, ce passage, moi je dirais historique pour notre petite sous-classe de la profession infirmière, en fait, qui nous permet maintenant 3 nouveaux actes ajoutés qui sont de diagnostiquer des maladies, de prescrire des traitements médicaux et d'effectuer le suivi de grossesse qui s'ajoute à, en fait, des actes qui étaient déjà présents comme prescrire des examens diagnostiques, prescrire des médicaments. Donc, je pense que vraiment, c'est une profession du futur, puis on a la chance ici à l'UDM d'avoir une belle formation qui va nous permettre de bien développer justement ces nouvelles habiletés-là. Puis une autre question aussi que j'ai pour toi, Émilie, c'est à quel type d'emploi est-ce qu'on peut s'attendre après cette formation-là? Moi, je peux vous parler seulement pour ceux en santé mentale, mais concernant la santé mentale, il a été établi également que les infirmières praticiennes en santé mentale peuvent être appelés à travailler à toutes les lignes, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne.
en GMF, dans les CLSC. Donc, vraiment, partout, on a une grande chance dans ce sens-là. Même dans les soins à domicile, tout récemment, j'ai appris. Super, merci beaucoup. J'ai une autre question un peu pour vous trois. Qu'est-ce que vous pensez de votre formation jusqu'à présent à l'Université de Montréal? Et donc, je peux, débuter. Je dirais, pour un peu mettre en portrait à quoi ça ressemble la maîtrise, quand on la fait vraiment temps plein, la première année, c'est une année de cours. Donc, c'est vraiment le moment où on est, sur place en mode, apprendre, apprendre, apprendre pour, vraiment être en mesure de faire ensuite ton projet en soi, ton projet de recherche, durant que tu entames déjà dès le début de ta maîtrise là, mais où, ça devient vraiment central à la deuxième année. Donc, durant ta période de rédaction. Mais je dirais que, durant la première année, on développe surtout beaucoup d'aptitudes en recherche, une capacité d'autocritique aussi, de réflexion approfondie. Je dirais qu'on va vraiment à un niveau supérieur peut-être par rapport au baccalauréat on apprend à réfléchir, je dirais. Puis ça, c'est vraiment des atouts, essentiels pour justement la deuxième année où là, on est un peu plus, sur notre projet, puis sur, à un peu se lancer pieds joints dans la recherche, dans tout ce qu'on a appris dans la première année. Donc, je dirais que c'est ce que moi j'ai apprécié le plus de la formation, c'est comment finalement le processus fait du sens. Tu acquiers tout dans la première année. Conjointement à ça, tu travailles sur ton propre projet pour finalement faire que ça, puis arriver à la fin avec un projet qui te ressemble, puis qui te permet de développer beaucoup d'aptitudes en recherche notamment. Je vais poursuivre parce que le doctorat, en fait, c'est très similaire à la maîtrise à ce point de vue-là. Donc, la première année, nous aussi, c'est des cours avec des professeurs chevronnés. On n'a pas beaucoup de cours, mais c'est des cours qui sont très intéressants, qui sont sur des sujets très particuliers que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais qui nous permettent justement de développer une autonomie. Et après ça, à partir de la deuxième année, on a ce qu'on appelle l'examen général de synthèse, qui est un examen qu'on doit réussir. C'est un examen plutôt théorique qui nous amène à nous questionner sur certains aspects plus philosophiques de notre projet de recherche et de la discipline en sciences infirmières. Et au travers de tout ça, le mot à retenir, c'est l'autonomie, la responsabilisation. Donc, au travers de tout ça, on rédige des articles, on a une grande autonomie pour justement gérer notre temps, pour démarrer notre projet, pour faire des collaborations. Et après ça, on va avoir jusqu'à 5 ans, donc 5 ans après le début de notre doctorat, pour avoir terminé notre thèse doctorale et avoir mis en place le projet, avoir collecté les résultats, analysé, etc. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'un doctorat, c'est souvent une maîtrise qui s'étale sur plus longtemps avec un projet un petit peu plus gros, mais il y a beaucoup de similarités entre les deux. Super, merci beaucoup. En fait, on a une autre question qui nous vient de quelqu'un qui s'est inscrit justement à la séance, puis qui aimerait savoir ce qui a fait pencher votre choix de maîtrise. En fait, la personne a la difficulté à décider entre expertise clinique et formation, avec ou sans intervention, considérant qu'il y a une rédaction d'un mémoire dans tous les cas. Donc, je ne sais pas si Sophie, tu pourrais peut-être élaborer là-dessus. Oui, certainement. En fait, je pense que, faut faire, un peu la différence entre qu'est-ce qu'on s'attend entre un profil de formation versus expertise clinique. Dans tous les cas, ça ouvre plusieurs portes, là, à la suite, là. On ne se ferme pas des portes de choisir un domaine en particulier. C'est vraiment plus de choisir qu'est-ce qui t'intéresse le plus. Donc, par exemple, puis Billy pourrait même renchérir par la suite, là, mais quand tu choisis la formation, ce qui t'intéresse, c'est vraiment la formation des infirmières dans des domaines précis. Donc, si, par exemple, c'est les soins palliatifs que tu aimes particulièrement, ben là, tu vas aller un peu plus, tu vas choisir quelque chose un peu plus circonscrit là, dans ce domaine-là, mais ça va être de favoriser la formation des infirmières par rapport à ça. Alors que l'expertise clinique, là, on est un peu plus dans une optique sur le terrain, moins dans la formation des infirmières en soi, mais par rapport à une intervention, par exemple, ou à l'expérience de certaines personnes dans le clinique, donc sur le terrain. Là. Donc, ça dépend un peu c'est quoi nos intérêts, mais c'est ça. Encore là, je pense que l'important, c'est de se rappeler qu'il n'y a pas, que ça se ferme, on ne se ferme pas de porte, peu importe, puis au final, tu vas avoir accès à tout ce que ça permet d'offrir finalement une maîtrise. Puis
sinon, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire de plus? C'est par rapport à avec ou sans intervention, c'est un peu je suis pas la mieux placée, là. Peut-être que madame Martineau pourra renchérir un peu là-dessus, faire le parallèle entre avec ou sans intervention. Mais je dirais que pour ma part, j'ai choisi le mémoire parce que, quand la recherche t'intéresse beaucoup, c'est vraiment un bon exercice, là. Tu mènes à pas seul évidemment, là, avec une direction de recherche, mais tu te mets pieds joints dans comment on monte un projet de recherche. Puis donc si c'est vraiment le domaine qui t'intéresse, je dirais que c'est vraiment le vers où se diriger. Alors que si on est plus dans une optique de, terrain, puis de vouloir se familiariser avec le rôle d'une infirmière en pratique avancée, puis de mettre en place une intervention sur le terrain directement. Une intervention, on s'entend pas, c'est un peu difficile là, de faire la différence, là, mais c'est pas une intervention qui relève d'une évaluation rigoureuse scientifique, là. C'est vraiment d'être sur le terrain puis de mettre en place quelque chose, puis de travailler avec les gens qui sont déjà là-bas. Donc, il y a comme une immersion sur le terrain qu'on fait peut-être pas avec le mémoire, mais alors que le mémoire, c'est un peu plus dans la recherche. Donc, je sais pas si... Oui. Merci Sophie, c'est vraiment très, très complet. En effet, dans ce qu'on appelle le pratiquum, maintenant au niveau de la maîtrise, on a maintenant l'option pratiquum et mémoire. Mémoire, ça a été très bien expliqué par Sophie. Le pratiquum, c'est la première année qu'on l'offre cette année, dans un contexte particulier, mais bon, c'est ainsi. Alors, il y a vraiment justement l'approfondissement. Il y a comme deux volets. Il y a un premier volet, l'approfondissement d'un domaine de choix, selon votre intérêt, évidemment. Intervention, pas nécessairement une pratique de soins comme on fait par exemple lorsqu'on fait notre baccalauréat. C'est vraiment d'aller expérimenter davantage, d'aller explorer davantage un domaine de soins. Et le deuxième cycle de stage, c'est vraiment d'accompagner une infirmière en pratique avancée, par exemple une infirmière conseil, pour vraiment s'apprivoiser de ce rôle-là. Donc, ensemble, ces deux cycles de stage, on parle de 6 crédits, on parle d'environ une trentaine de jours de stage, mais je me permets aussi de dire que il s'accompagne non pas d'un rapport de stage, mais bien d'un petit mémoire pour justement déjà s'apprivoiser du même exercice de mémoire parce que la recherche est vraiment importante au niveau des sciences infirmières. Donc, c'est vraiment le petit rajout que je pourrais apporter complémentaire à ce que Sophie a dit. Merci, Sophie. Alors, merci beaucoup à vous deux. Ma prochaine question, je pense que Billy pourrait peut-être y répondre. Comment être sûr de notre choix à laisser de côté le côté pratique des sciences infirmières pour la maîtrise, doctorat, entre parenthèses, recherche, gestion? Ah ben ça, c'est une question très importante, en fait, puis c'est une question qui est déchirante souvent. La plupart des étudiants qui réalisent une maîtrise plus de recherche, qui se consacrent à temps plein à leurs études ou qui réalisent un doctorat et qui arrêtent de travailler généralement aux patients, comme on dit, donc auprès des personnes atteintes de différentes maladies. Mais généralement, on aime tous travailler avec les patients, les familles, dans les équipes de soins, mais c'est beaucoup plus facile de se consacrer entièrement à ses études pour être sûr d'avoir de l'énergie, avoir de la capacité mentale aussi, d'avancer nos travaux puis de bien réussir. Donc, c'est un choix qui, je leur dis, qui est déchirant. Donc, on fait une balance des avantages et des inconvénients et on se dit, bien, si je veux aller au doctorat, autant peut-être me lancer à pieds joints dans l'expérience pour m'assurer d'avoir toutes les conditions gagnantes pour réussir. Mais il n'y a pas de bonne réponse. Des fois, il y a des gens qui préfèrent attendre un petit peu plus dans leur parcours pour s'assurer d'avoir bien aidé des gens, d'avoir fait une différence dans la vie des personnes. Puis après ça, ils sont très heureux d'aider les personnes ou les équipes de soins d'une autre manière, en mettant en place des projets ou en soutenant les familles ou les patients en mettant en place des interventions. Mais c'est sûr que moi, le conseil que je pourrais vous suggérer, c'est peut-être de travailler un peu en pratique clinique, du moins pour expérimenter ça, avoir une expérience, et ça augmente aussi votre crédibilité auprès de nombreux professionnels de la santé pour dire, bien, vous avez au moins travaillé un peu, vous avez compris un peu c'est quoi les rôles et les responsabilités des infirmières et des infirmiers, et ça va être définitivement bénéfique pour votre compréhension de c'est quoi la discipline infirmière. Vous n'êtes pas obligé de travailler 25 ans avant de faire un doctorat. Il y a des personnes qui font une maîtrise et un doctorat directement d'emblée, et c'est très bien. C'est juste que d'aller chercher cette petite expérience clinique-là, des fois, ça vous apporte une vision qui est vraiment très intéressante pour les projets, pour être capable d'avoir des projets qui soient encore plus pertinents pour les équipes de soins.
Merci beaucoup, Billy, pour cette réponse très complète. On a une autre question. En fait, j'ai une autre question pour vous qui est par rapport à l'intégration. Est-ce que vous jugez que c'est facile de s'intégrer à l'Université de Montréal en général? Puis aussi, dans le cadre de vos programmes, est-ce que ça a été facile pour vous? C'est sûr que pour l'Université de Montréal, mais il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup de guides, il y a beaucoup de messages qui sont très clairs, qui nous permettent justement de voir bien, comment est-ce qu'on peut utiliser les plateformes, c'est quoi les sites Internet pertinents, c'est quoi les ressources qui sont offertes aux étudiants. On a une garderie aussi, comment s'inscrire à cette garderie-là si on a des enfants. Donc, pour accéder aux ressources, ça, il n'y a absolument aucun problème, c'est très clair et c'est très simple. Pour la Faculté des sciences infirmières aussi, on a beaucoup de tutoriels, de guides, de messages, mais on a surtout la proximité avec les intervenants qui est très, 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 très importante dans notre faculté. Donc, si on a des questions, bien, c'est sûr qu'il y a Mme Martineau qui est là aujourd'hui, mais on a d'autres responsables aussi que d'un seul courriel, elles peuvent nous répondre si on a des questions. Donc, c'est sûr qu'il y a des intervenants qui peuvent nous répondre à certaines questions et d'autres intervenants peuvent répondre à d'autres questions. Mais c'est facile de communiquer avec eux. Et il y a l'association étudiante des étudiants au cycle supérieur aussi qui peut répondre à plusieurs questions. Donc, il y a aussi des journées d'accueil qui sont mises en place en collaboration avec l'association étudiante ainsi que la faculté pour tenter d'outiller un petit peu plus les gens parce que souvent, c'est en répétant certaines informations qu'on finit par se dire « Ah, c'est vrai, on m'avait déjà dit que pour m'inscrire sur Studium, c'est de telle manière. Si j'ai des questions, les documents sont là. » Donc, c'est quand même assez facile de s'intégrer à l'Université de Montréal et de s'intégrer dans la cohorte. Bien, on l'a vu, il y a plusieurs options qui existent, entre autres expertise clinique, formation, gestion des services infirmiers, qui sont aussi à peu près la même chose au doctorat. Donc, dans les cours, on est souvent jumelé avec des gens qui sont dans la même option ou expertise que nous. Donc, on développe des atomes crochus assez facilement avec ces personnes-là et c'est facile après ça d'avoir des amis, des connaissances qui peuvent nous aider tout au long du parcours. Et au doctorat, je rajouterais que puisqu'on est des plus petites cohortes, généralement entre 5 et 10 personnes par année, bien, on finit tous par se connaître durant notre cohorte, mais aussi les autres cohortes. On est environ une cinquantaine d'étudiants au total dans tout le doctorat. Donc, 50 personnes, c'est pas si compliqué à rencontrer puis à dire, ben, c'est quoi qui t'intéresse? Bonjour, je me présente. Voilà, là, c'est ce qui m'intéresse. N'hésite pas à penser à moi s'il y a des projets qui peuvent être pertinents pour moi. Donc, tous ces facteurs-là, ça favorise vraiment l'intégration de l'Université de Montréal. De mon côté, pour les IPS, ce qui a été super agréable, lors de ma rentrée, on m'a proposé un programme de pairing, en fait, de mentorat avec une infirmière qui était plus avancée dans la maîtrise, donc d'une session de plus, puis ça a été vraiment un petit bijou de ressources, de soutien moral. Donc, déjà à la base, dans un cadre de pandémie comme ça, on peut trouver ça difficile, par exemple, d'appréhender la maîtrise côté intégration, côté social. Mais de ce côté-là, je pense que la faculté a vraiment bien réussi à nous donner déjà un petit ancrage en partant. Puis de deux, écoute, il y a tellement de services offerts, comme Billy disait, qui expliquent très, très bien comment faire les choses, que ce soit de manière visuelle ou écrite. Puis les services aussi complémentaires dans le cadre de la pandémie. Moi, il y a des entraînements de yoga, des cours pour aider à faire nos projets de recherche de la bibliothèque qui est en ligne. Avant hier, j'ai même fait un groupe d'auto-hypnose. C'est super intéressant, puis c'est tous des moyens de s'intégrer puis de rencontrer des gens, même si on n'est pas physiquement sur le campus. Ben, merci beaucoup à vous deux. Je pense que c'est rassurant là, pour les gens de savoir qu'il y a beaucoup de ressources là, auxquelles ils peuvent facilement accéder. Puis si jamais ils ont des questions, ben, on y répond facilement là, via toutes sortes de moyens. Donc, merci beaucoup. J'ai une autre question pour vous, mais qui concerne les stages, en fait. Comment est-ce que, en fait, c'est une question qui nous vient d'un participant qui s'est inscrit à cette séance. Comment est-ce qu'ils fonctionnent, les stages? Est-ce que les étudiants choisissent leur milieu? Est-ce que c'est 5 jours semaine? Est-ce que ces stages peuvent s'effectuer ailleurs? Je vais me permettre de répondre à la question. En fait, ben, c'est selon le programme que l'étudiant va suivre. Si on parle, par exemple, des stages au niveau des IPS, on parle d'un stage d'une durée de 120 jours qui se fait à la fin du programme, donc d'une durée de 5 à 6 mois à plein temps. Les milieux de stage sont trouvés par nos coordonnatrices de stage. Évidemment, il y a tout un processus où est-ce que les milieux doivent être accrédités par l'Ordre des infirmières. Donc, on ne choisit pas un milieu comme ça au hasard. Donc, il y a toute une offre de milieux de stage qui sont faits aux étudiants
étudiants et à ce moment-là, il y a un système aussi pour effectuer des choix et ensuite, il y a l'attribution. Donc, on parle ici des stages au niveau des IPS, comme dit antérieurement, au niveau du pratiquum, au niveau de la maîtrise. On parle d'un stage d'environ une trentaine de jours. Ça peut être sur un stage qui peut se faire, par exemple, à 2 jours semaine. Dans l'ensemble, on parle vraiment d'un stage qui se fait selon la disponibilité du milieu, de la personne ressource aussi avec qui vous êtes associé. Ce stage-là, le milieu, la personne ressource, évidemment, la recherche, l'identification se fait à l'aide de votre directeur de recherche que vous devez trouver dans la première session, soit dit en passant. Donc, c'est 2 stages avec 2 fonctionnements très distincts. Évidemment, on n'arrive pas au même but, aux mêmes compétences. Donc, des stages distincts, mais en bout de ligne, accompagnés et encadrés par du personnel clinique dans le milieu, mais aussi encadrés par le personnel de l'université, de la faculté. J'espère que j'ai répondu. Merci. Merci beaucoup, Madame Martineau. Je pense que ça répond bien à la question. J'ai une autre question pour vous. Comment est-ce que vous qualifieriez votre charge de travail dans vos programmes? Je vais pouvoir débuter par le doctorat. C'est sûr que nous, avec le doctorat, on a quand même certains acquis par rapport à la recherche. Donc, les cours vont un petit peu plus loin. Donc, il peut y avoir une charge de travail qui est un petit peu plus intense. Surtout au début, c'est comme avec de l'eau froide, mais au début, on se lance, puis on finit par s'habituer à la température de l'eau. Mais c'est la même chose avec le doctorat. Donc, au début, on peut trouver que la charge est un petit peu élevée parce qu'on n'est pas encore habitué. Mais après ça, on finit par s'habituer. Moi, je vous dirais que je travaille sur mes projets et là, j'ai plus de cours, c'est sûr, mais sur mes projets, c'est entre 40 et 45 heures semaine. Mais ce qui est bien, c'est que c'est moi qui décide de mon horaire. Donc, la charge de travail, c'est pas réparti dans une seule journée. C'est pas réparti sur, si je veux travailler 7 jours sur 7 puis travailler 5 heures par jour, mais c'est moi qui décide. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant au doctorat de décider de son horaire et de se responsabiliser. Puis c'est sûr qu'au doctorat, la première année est un petit peu plus intense avec les cours, mais par la suite, on est dans la rédaction des articles, dans la rédaction de notre thèse et l'examen plus théorique. Donc, il y a un peu quand même une baisse de charge de travail qui est constatée avec ça. Donc, c'est peut-être plus les premières sessions qui sont compliquées et après ça, on est plus dans nos choses à nous. Je peux peut-être poursuivre pour la maîtrise avec le mémoire. C'est assez semblable, en fait. Tu sais, au départ, c'est aussi un peu intense, c'est sûr, parce que là, il y a beaucoup de cours. Et surtout quand on a travaillé, on retourne aux études. Donc, c'est sûr qu'il y a comme une adaptation à faire. Mais sinon, c'est ça qui est le fun aussi avec la deuxième année où là, on travaille un peu à notre compte. C'est nous qui fait notre propre horaire. C'est sûr qu'on a des échéances à remplir puis tout ça, puis ça demande de l'organisation évidemment. Mais on voit que, tu sais, d'être aussi expérience, ça t'ouvre un peu cette porte-là de te responsabiliser, mais de te faire ta propre horaire. Puis on le vit beaucoup même là, je dirais, à distance parce que c'est encore plus demandant de devoir s'organiser comme ça chez nous. Mais ça fait partie des exigences qu'il faut faire. Puis il y a des bons côtés, des moins bons côtés, mais je pense que c'est aussi un plus de pouvoir créer sa propre horaire finalement. Ben, du côté IPS, comme je l'avais dit en début de présentation, c'est assez demandant étant donné qu'on va combiner en fait certains cours donnés par la faculté de médecine avec certains cours donnés par la faculté de sciences infirmières. Donc, il faut vraiment être à son affaire, je dirais, puis avoir une très, très bonne gestion de son horaire, jusqu'à même se sélectionner des heures pour faire ses lectures, se le mettre dans son calendrier juste pour être certain de ne pas manquer ses deadlines puis être bien on top of our things pour nos cours. Merci beaucoup à vous trois. J'ai encore deux petites questions pour vous. La première est, quel est votre plus beau souvenir jusqu'à maintenant à l'Université de Montréal? Pour ma part, c'est quand j'ai déposé mon mémoire de recherche à la maîtrise, puis que j'ai obtenu officiellement non seulement le titre de maîtrise en sciences infirmières, mais mon diplôme après tous les efforts, après toutes les réflexions, tous les moments heureux ou moins heureux. J'étais tellement content d'avoir obtenu le diplôme et ça m'a offert tellement de possibilités de carrière. Puis je me disais, j'ai réussi un accomplissement dans ma vie que je ne m'attendais pas forcément à faire. Donc pour moi, c'était... J'étais vraiment très heureux, j'ai pleuré à ce moment-là. C'est un très beau moment, en fait.
De mon côté, je dirais que j'écoute Billy, puis je me dis que clairement que mon souvenir actuel va être surpassé par le moment où j'aurai mon diplôme, là. Mais sinon, je dirais que ce qui était durant ma première année, il y a un cours qui m'a permis de faire un stage, à Marseille, donc avant la pandémie, juste avant en plus. Donc je dirais que ça, c'est vraiment un beau souvenir que j'ai, que c'était super intéressant, puis ça permettait vraiment de finalement aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs pour la pratique infirmière avancée. Donc, c'est un très beau souvenir que je chéris de ma maîtrise. De mon côté, mais évidemment, moi aussi, c'était quand j'ai eu mon baccalauréat, avoir toute ma famille à mes côtés après toutes ces heures-là d'études, tous ces stages, mais évidemment, c'était un souvenir insurpassable. Tout ça, en fait, à l'université, tu sais, en fait, tout avec la vue grandiose qu'on peut avoir sur Montréal. Donc, c'était très, très beau, c'était très, ouais, très significatif pour moi. Super, ben merci beaucoup de vos partages. Et en fait, ma dernière question, c'est qu'est-ce qui va le plus vous manquer de l'Université de Montréal une fois que vous serez plus étudiant puis que vous aurez pu y aller au fond? Ben moi, c'est ma directrice de recherche et mes collègues étudiants, les collègues professeurs qu'on apprend à connaître individuellement, qu'on travaille tellement avec eux souvent, qu'on les voit physiquement, même en dehors de la pandémie. C'est sûr que présentement, on ne peut pas, mais en dehors de la pandémie, on peut. Donc, toute cette proximité-là, puis ces contacts sociaux-là, ça va être par courriel, ça va être moins fréquent par la suite. Donc, pour moi, ça va vraiment me manquer par la suite. De mon côté, c'est bientôt, hein, fait que j'appréhende quand même ce moment-là. Mais je dirais que c'est beaucoup les opportunités. La faculté, d'être impliquée dans les associations étudiantes, dans les différents projets, c'est super stimulant, puis ça nous garde motivés aussi dans les études. Donc, j'espère pouvoir trouver un peu ce sentiment d'appartenance-là dans mon milieu de travail après la maîtrise. Mais c'est vraiment un plus, à l'UDM, à la faculté qui va, beaucoup me manquer. Puis je sais par contre qu'il y a quand même encore des opportunités, même quand on n'est plus étudiant là-bas. Donc, je vais essayer de garder quand même un lien avec la faculté de cette façon-là. De mon côté, moi, ce qui me manquait le plus, c'est définitivement Madame Martineau. Mais oui, vous allez me manquer. Non, mais en même temps, ça rentre un peu dans ce que je voulais dire, c'est que on est tellement bien supporté, bien entouré par plein de gens bienveillants qui veulent juste notre réussite. Fait que moi, là, d'être dans un milieu comme ça, là, ça, c'est sûr que c'est la chose qui me manquait le plus. Ah, ben c'est beau de vous entendre. Puis ben, je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Puis voilà. Donc, j'ai fait le tour de mes questions. Puis là, je vois que dans la boîte QR, on en reçoit énormément. Malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à tout le monde. Mais je vais quand même en prendre quelques-unes. Donc, on a une première question pour toi, Émilie. Quel a été son parcours scolaire? A-t-elle des astuces pour nous? Des astuces, ben en fait, je pense que c'est d'être vraiment déterminé. Si vous savez que ce que vous voulez faire, c'est ça, puis que c'est votre passion, les soins infirmiers, ben définitivement, ça va vous aider, puis de vous mettre autant d'énergie dans vos études au bac qu'à la maîtrise. Je pense que c'est ça qui est essentiel à la réussite, hein, vraiment, comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'organisation, la dédication, puis la passion, c'est ça qui fait qu'on réussit à atteindre notre but. Merci beaucoup. On a une autre question. En quoi consiste la maîtrise en expertise clinique? Quel type de travail celui-ci permet de faire? En fait, c'est un peu là où je disais qu'il y a vraiment plusieurs portes qui s'ouvrent là, après la maîtrise. Donc, on peut continuer, si l'enseignement nous intéresse, on peut être chargé de cours à l'université. Si on veut être plutôt sur le terrain, il y a plein de postes de conseillères en soins infirmiers. Encore là, on peut accompagner des nouvelles infirmières dans le domaine de pratique. Des conseillères aussi, ça joue une grande importance sur la rigueur scientifique d'un département ou d'une organisation. Donc, c'est s'assurer que ce qui est fait répond aux normes actuelles. Donc, c'est toujours de se garder à jour, d'accompagner des chercheurs aussi dans leurs projets de recherche, de participer à la recherche finalement au sein de son organisation.
Donc, il y a vraiment plusieurs portes qui s'ouvrent. Aussi, les postes diffèrent là, d'une organisation à l'autre. Donc, c'est un peu difficile de dire comme clairement, ce titre-là, tu l'obtiens après la maîtrise. Mais voilà, les postes diffèrent, mais tournent toujours un peu autour de ça, d'accompagnement, de formation, de recherche là, dans les organisations. Merci beaucoup, Sophie. On va peut-être prendre encore une ou deux dernières petites questions. On a une autre question pour Émilie. Dans le cadre de quel cours faites-vous ce projet de recherche enseignement? Est-ce en dehors des cours prévus dans le cheminement? En fait, c'est que la pratique d'infirmière, quand tu es engagé par un CIUS, tu vas avoir 5 jours de travail dans ta semaine comme tout le monde, mais il va y avoir une journée dans ta semaine qui va être consacrée à un projet personnel qui te tient à cœur. Donc, pour certaines personnes, ça va être de l'enseignement, par exemple, dans ta propre hôpital, ton propre CIUS, ou même peut-être, je ne sais pas, des projets avec l'Université de Montréal. Ou tu peux faire comme moi, ce que je souhaite faire en recherche. Puis c'est sûr que oui, quand la recherche, c'est quelque chose qui t'intéresse, ben moi également, de mon côté, je fais de la recherche, je participe à des projets avec des gens à l'extérieur de l'université aussi. Puis ça l'a beaucoup aidé à comprendre un petit peu ce milieu-là, puis comment on peut, par exemple, pas s'immiscer, mais trouver des opportunités pour collaborer par la suite pour notre journée qui est dédiée à nos projets. Alors, le temps file, donc voilà ce qui conclut déjà la séance. Merci beaucoup à chacun d'entre vous du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Ce fut vraiment un grand plaisir de vous parler aujourd'hui.